Olivier Lamoril, bonjour. Bonjour Louis-Étienne. Tu es directeur d'Emmanuel Éducation. Merci beaucoup de passer ce temps avec nous aujourd'hui. Alors, tu as été enseignant, directeur d'établissement, aujourd'hui directeur d'Emmanuel Éducation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien, qui es-tu, Olivier? Quel âge as-tu déjà? Voilà, là j'ai 47 ans. 47 ans. Je viens de la Loire. J'habite entre Saint-Étienne et Lyon depuis 12 ans maintenant. Sinon, je suis originaire du Nord. Je suis très fier d'être du Nord. Mais ma femme ne veut pas du tout l'habiter dans le Nord. J'ai donc effectivement été chef d'établissement pendant plusieurs années d'un établissement confié à la communauté de l'Emmanuel, le premier en France. À Saint-Galmier, c'est À ça? Saint-Galmier et Montron-les-Bains. Saint-Galmier, c'est la ville de Badois. C'est la ville qui pétille. Et Montron-les-Bains, c'est aussi une station thermale, mais qui n'a pas de slogan. Et avant, j'ai été enseignant en histoire-géographie, donc pendant quelques années. Et puis sinon, j'ai eu une formation d'historien. J'ai fait des classes préparatoires littéraires, puis une maîtrise d'histoire. Ensuite, j'ai intégré Saint-Cyr. J'ai fait 4 ans dans l'armée française. Je suis parti en opération extérieure dans différents pays. Et voilà, puis j'étais marié, on avait des enfants, et je trouvais compliqué d'être mari, papa et responsable dans l'armée. J'étais dans l'infanterie. Et donc j'ai quitté l'armée en démissionnant en 2004. J'ai passé le concours pour être enseignant. Parce que quand j'ai démissionné, mon projet c'était de m'engager dans les écoles. Enseignement public, enseignement catholique, à ce moment-là, je me suis posé la question. J'ai fait le choix de l'enseignement catholique pour diverses raisons que je pourrais expliquer. Et donc j'ai passé le concours pour être enseignant, je suis devenu enseignant d'histoire-géographie, et puis assez rapidement chef d'établissement. Et puis en 2019, Michel Bernard m'a proposé Michel Bernard, modérateur de la communauté de l'Emmanuel. voilà, m'a proposé de prendre la responsabilité des écoles confiées à la communauté et du service Emmanuel Éducation, ce que je fais avec grande joie depuis 2 ans et demi. Alors, Emmanuel Éducation, en quelques mots, c'est quoi? C'est une école, c'est plusieurs écoles, quelle est ta mission? Alors, Emmanuel Éducation, il y a 2 volets principaux. Il y a un volet d'accompagnement des écoles, en France et à l'international, et un deuxième volet qui est l'animation d'un réseau. Les écoles, animation des écoles qui sont confiées à la communauté de l'Emmanuel. Oui, tout à fait. Alors, le premier point sur les écoles, c'est accompagner les écoles. Il y a 3 enjeux principaux. D'abord, on nomme un chef d'établissement et on l'accompagne. On le missionne au sens missionnaire du terme, donc au sens canonique, j'ai envie Ouais. de dire. La deuxième chose, c'est qu'on oriente des projets éducatifs dans ces écoles, c'est-à-dire que tout ce qui est vécu dans l'école prend sa source dans un texte écrit par la communauté, le statut de l'enseignement catholique quand c'est une école en France, et puis donc la source sur quand même des fondements assez solides spirituels, Mm. et puis une perspective qui est bien d'annoncer la bonne nouvelle dans les écoles, même si la première mission d'une école, c'est évidemment l'enseignement et l'éducation. Et le troisième point, c'est l'accompagnement des communautés éducatives. Et ça, c'est un volet qui est fondamental, c'est que dans les écoles, on accompagne donc le chef d'établissement, on accompagne toutes les personnes qui sont dans les écoles, les enfants, les parents, les enseignants, les bénévoles, tous les professionnels et toutes les personnes qui gravitent dans une école. C'est une fourmilière, une école, il y a plein de métiers. Donc Donc ça, c'est la, le premier volet. donc Et la mission d'Emmanuel Éducation sur les écoles, c'est nommer le directeur, accompagner le projet et accompagner les équipes. ouais, c'est C'est ça, ça? très bien résumé. Quelles sont les écoles que vous avez? Combien d'écoles? Alors aujourd'hui en France, il y a un groupe scolaire avec 2 écoles, une école maternelle primaire et un collège-lycée. Donc il y À a côté de 1000, Saint-Étienne. voilà, à Saint-Galmier et Montron-les-Bains, Très bien. 1100 élèves aujourd'hui, voilà, 700 familles. Donc sur le plan sociologique et sur le plan social, c'est très riche parce qu'il y a une très grande diversité Mm. et de personnes. Et puis, voilà, on voit bien qu'une école, c'est non seulement une micro-entreprise en interne, et puis il y a plein de sous-traitances. Donc Mm. la vie sur le territoire est fondamentale. Donc ça, c'est en France. Et puis une école à Haïti, depuis 2011, qui est ouverte en 2011 suite au tremblement de terre 2010. Une école au Bénin, donc une petite école qui a ouvert il y a quelques années. Tous les ans, on ouvre un niveau. Cette année, on en est au CM1.
Et puis un très gros projet au Burundi qui a vu le jour au mois de septembre, puisqu'on accueille 30 élèves dans une école qui a ouvert à Gitega, une grande commune. 30 élèves 30 élèves, oui. Parce que, pareil, on ouvre une classe par an. Le but étant d'accueillir les enfants à l'entrée en maternelle et puis petit à petit les accompagner toute leur scolarité jusqu'à un lycée général et une école agricole. Donc un projet extraordinaire, un peu pharaonique, voilà, mais passionnant, et puis qu'on travaille avec nos frères africains. Et pourquoi pharaonique? Parce que 30 élèves, ça paraît pas pharaonique, pardon. Parce qu'aujourd'hui, ils sont 30, mais le projet, c'est que dans 10 ans, il y aura 3000 élèves. Ah oui, d'accord. Donc, parce que vous démarrez petit, mais voilà. c'est une grosse école Ouais, au milieu du pays, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est un projet sur 3 diocèses distincts. Oui. Là, on a commencé dans un diocèse. Donc, ça sera 3 écoles de la petite section à la 3e, dans 3 diocèses différents. Et ensuite, ces 3 écoles alimenteront un lycée et une école agricole qui travailleront en lien avec une ferme, avec une école de formation des enseignants. Donc voilà, c'est un projet. C'est un très beau projet, voilà. qui est porté par la communauté du Burundi et par Emmanuel Éducation. Voilà, donc c'est passionnant. Donc magnifique. Il y a l'accompagnement de ces écoles, oui. Aujourd'hui au nombre de 4, si j'ai bien compris, dans des pays et des contextes très différents. Et puis le deuxième volet, vous parliez du réseau, tu parlais du réseau tout à l'heure, animer un réseau. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors dans l'animation du réseau, il y a d'abord des réseaux d'établissements amis. Donc voilà, j'ai accompagné au mois de décembre un chef d'établissement qui est en train de travailler sur un projet d'établissement dans son diocèse et qui voulait pouvoir avoir un regard extérieur. Donc ça, on le fait évidemment. On accompagne aussi une école à Rome, l'Institut du Sacré-Cœur, qui n'est pas directement tutelé par Emmanuel Éducation, parce qu'il y a une congrégation religieuse qui fait ça très bien, donc il n'y a pas de raison qu'on prenne la place. Par contre, comme l'Institut du Sacré-Cœur est confié est sur le site de la Trinité des Monts à Rome, et que la communauté est responsable de l'administration de la Trinité des Monts, je suis invité 2-3 fois par an à rencontrer l'équipe de direction et travailler avec eux. Donc il y a un volet accompagnement des écoles qui ne sont pas particulièrement confiées à la communauté d'Emmanuel. Le deuxième volet qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne ou on propose des formations, des temps de ressourcement, des temps de retraite, des temps un peu fraternels pour 1000-1050 personnes, membres de la communauté d'Emmanuel ou pas. Alors par différents biais, on organise des visios. Ces personnes, pardon, ce sont des éducateurs, des enseignants, des éducateurs, des bénévoles dans les écoles, des prêtres, toutes les personnes qui gravitent dans une école. Qui sont engagées dans le milieu scolaire. Oui, tout à fait. Et là, c'est passionnant parce qu'on travaille ensemble avec des gens du public, de l'enseignement catholique, de l'enseignement hors contrat, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement agricole, du premier degré. Il y a une richesse assez extraordinaire à œuvrer ensemble, à prier ensemble et à partager sur nos difficultés, bien sûr nos joies, mais aussi nos problématiques dans nos écoles. Et en fait, ce qui est très impressionnant quand même, c'est que si les modalités dans les difficultés sont diverses, en fait, le cœur du cœur, qu'on soit au Bénin, à Haïti ou en France, c'est l'accompagnement du jeune. Parce que la première mission d'une école, c'est bien d'accueillir un enfant et puis de lui transmettre un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, et puis que demain, il soit librement sur le chemin qu'est le sien. Alors justement, une école, à quoi ça sert? Tu as déjà commencé à y répondre un peu, mais pour toi, une école, à quoi ça sert? C'est quoi le fondement même d'une école? Qu'est-ce qui est le plus important dans une école? Ouais, ça, c'est une bonne question parce que d'abord, c'est une question polémique. Parce que quand on s'interroge sur la finalité de l'école, c'est un peu comme l'équipe de France de football. Chacun a sa réponse. Et en fait, le cœur de l'école, c'est l'enfant. Le cœur de l'école, c'est l'enfant. Et donc, quand parfois on entend des débats entre les pédagogistes et les contre-pédagogistes, quand les pédagogistes disent qu'il faut mettre l'enfant au centre de l'apprentissage, c'est quand même une évidence. Dans le sens où s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'école. Enfin, quand je recevais les jeunes, en inscription, je prenais entre une demi-heure et 1 heure avec chaque enfant, les sixièmes ou les secondes qu'on accueillait à l'école. Je leur posais tout le temps la question de à quoi ça sert l'école.
Et c'est intéressant de savoir la réponse d'un jeune, et puis je vais vous donner après ce que j'en pense, mais euh, d'abord, on a le droit de dire que ça sert à rien, parce que les élèves, je les mettais assez à l'aise avec ça. On a le droit de dire que ça sert à rien, ce que je ne crois pas. Mais néanmoins, je trouve intéressant de se dire, mais en fait, toi, l'enfant, toi, tu rentres en sixième, Martin, ou enfin, peu importe le prénom, c'est quel est le but de l'école? Il y a deux volets principaux. Deux volets principaux. Évidemment, après, il y a une réponse qui peut être très longue, mais pour le faire très court. D'abord, c'est un lieu où on est là pour comprendre. Comprendre le monde qui nous entoure, comprendre la matière qu'on va m'enseigner, mais aussi la relation humaine. Et donc comprendre la relation humaine et la confronter au réel. Donc c'est un lieu où je suis là pour comprendre. Évidemment, il y a apprendre, il y a l'enseignement, il y a l'éducation, mais c'est pour comprendre. C'est pas un lieu où on forme des perroquets. Et deuxièmement, c'est s'exercer à la fraternité humaine. Euh, L'école, c'est un lieu où il n'y a que des diamants. Et en fait, ils vont se polir en se frottant les uns les autres. Et en fait, c'est important de se dire ça parce que, après, il peut y avoir plein de types d'écoles, mais c'est d'abord un lieu où on doit comprendre les choses et pas simplement les apprendre, hein, j'insiste vraiment. Pas seulement l'instruction, c'est ça? En fait, il y a l'instruction, mais en fait, il faut que l'instruction pardon, soit reçue, soit digérée, et puis après, elle puisse être redonnée. Donc en fait, le savoir en lui-même, il est extrêmement précieux. Mais il ne s'agit pas d'un savoir qu'on va répéter, qu'on va reproduire tel quel, mais qu'on va intégrer, faire sien pour pouvoir après que ce savoir nous fasse grandir. Et le savoir en lui-même, dans une école, il est prodigieux. Parce que par le tout particulier du savoir, on peut arriver à l'universel. Et en fait, un enseignant de français, il n'y a rien de plus précieux qu'un enseignant de français, si ce n'est un enseignant de maths, si ce n'est un enseignant de PS, de sport, si ce n'est un enseignant de SVT, parce que chacun en lui-même, il peut faire accéder à l'universel par la maîtrise de son particulier. Bon. Et là, donc ça, c'est vraiment sur la question du savoir, mais j'insiste vraiment sur le savoir qui n'est pas le bourrage de crâne, mais la dimension de comprendre, donc de l'intelligence, est vraiment important. Et la deuxième chose, et ça a été très net au moment du confinement, dès confinement, c'est que l'école, c'est le lieu où on apprend à vivre ensemble. Donc on se confronte à la différence, on se confronte à l'autre, on se confronte à la hiérarchie, à l'autorité de l'enseignant, à l'autorité de l'éducateur. Donc voilà, une école, en quelques mots, mais en tout cas, rien ne remplace une école. J'aurais pas dit ça quand j'étais élève, mais maintenant je le vois. Oui, parce que j'ai cru savoir que tu étais un mauvais élève, c'est ça? Ou un sale gosse? Ouais, on peut le dire comme ça. Oui, mais j'ai pas toujours été très respectueux de mes enseignants. Et en fait, j'ai eu du mal dans ma scolarité à comprendre à quoi servait l'école. Churchill dit dans sa biographie que quand il était enfant, ni son intelligence, ni ses centres d'intérêt, ni son imagination n'étaient sollicités, il ne pouvait ni apprendre, ni travailler. Je trouve ça fabuleux parce que ça veut dire qu'il nous donne une clé, Churchill. En fait, si on fait pas, si on parle pas à l'intelligence des jeunes, si on ne parle pas à leur centre d'intérêt, si on les phagocyte dans un cadre trop fermé ou qui manque de créativité, en fait, bah, comme Churchill, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas se donner. Donc tout l'enjeu dans les écoles, c'est de faire respirer nos jeunes et de parler à leur intelligence. En fait, est-ce qu'on croit que nos jeunes, que nos enfants, que les élèves qui nous sont confiés sont intelligents? En fait, moi j'en suis persuadé. Hein. C'est la grande phrase de Marguerite Léna qui est assez réputée dans l'enseignement, qui dit qu'il ne faut pas se demander si un enfant est intelligent, mais comment il est intelligent. Et en fait, la responsabilité de tout adulte dans une école, c'est de trouver la clé qui va lui permettre de rentrer en relation avec l'intelligence et l'humanité de l'enfant avec qui il est au quotidien. Parce que c'est quand même le lieu, une école, où on est tous les jours avec un enfant. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc, un groupe scolaire dans lequel j'étais, là, dans la Loire, les enfants arrivent à 2 ans, ils repartent à 18 ans. Ils sont pendant 16 ans, tous les jours, avec nous. C'est un temps incroyable. Extraordinaire. Ouais. Et donc, on a le temps de les connaître, de les voir évoluer. Enfin, voilà. Dans les principes clés qui guident Emmanuel Éducation dans la façon de conduire une école, qu'est-ce qu'il y a comme principe clé? J'ai noté, j'ai entendu exigence et bienveillance. C'est un des principes clés, c'est quelque chose de... Alors, il y a
les écoles qui sont confiées à la communauté, d'abord, il y a les 3 piliers qui sont adoration, compassion, évangélisation, avec le cœur. Sur la compassion, si on a le temps, j'y reviendrai. Donc ça, c'est les trois piliers. De ces 3 piliers découlent 2 principes. Ça, c'est les piliers pour qui? Pour les élèves? Le corps enseignant? Très bonne question. Ça, c'est les piliers sur le projet de l'établissement. C'est-à-dire que ça, c'est important parce que le projet d'établissement, c'est l'ensemble de la communauté éducative, les élèves, les enseignants, les éducateurs, qui vont se retrouver pour dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? C'est intéressant de se dire ça. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah, moi je veux absolument qu'il y ait 25 heures de maths. Puis il y en a qui vont dire, mais moi je veux que les enfants ils fassent beaucoup de dessins, puis du théâtre. Très bien. Ce qui est important, c'est pourquoi on fait les choses, en 2 mots. Et ensuite, une fois qu'on a défini le pourquoi, on va dire, mais en fait, comment on le vit? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc on s'appuie quand même sur, voilà, pourquoi c'est important que dans une école, on puisse faire l'expérience de l'annonce de la bonne nouvelle, l'expérience de l'exercice de la compassion. Et je le dis souvent, mais pour moi, les écoles, c'est un lieu par excellence où on peut exercer la compassion. Et puis là, j'ai pas mal de témoignages. Et puis l'adoration, qui est quand même la source. C'est-à-dire que, en fait, ce qui nous fait, nous, membres de la communauté de l'Emmanuel, nous engager dans les écoles, bah, c'est parce qu'on veut travailler pour le Créateur. On veut permettre à tous les jeunes, s'ils le veulent, de faire un pas de plus vers la connaissance de Dieu, vers la rencontre de Jésus. Donc ça, c'est vraiment les piliers qui sont... C'est important de se redire, mais en fait, de où on part. Et puis après, dans les écoles, 2 principes forts, la communion, l'incarnation. Et au milieu de ces 2 principes, Jésus au centre. Donc quand je suis arrivé dans mon établissement en 2010, il n'y avait plus de chapelle. La chapelle, c'était devenu la salle de musique. Ce qui était intéressant, c'est que la chapelle, elle était... nouvellement salle de musique, elle était au-dessus de mon bureau de directeur. Et quand les enfants faisaient des percussions, ils tapaient comme ça, donc c'était très bien, mais moi, je ne pouvais plus travailler en fait. Donc c'était super parce que ça m'a donné un argument très simple pour dire, mais en fait, ça ne peut plus être la salle de musique. Si ça ne peut plus être la salle de musique, et si ça redevenait la chapelle? Et donc on a remis la chapelle au cœur de l'établissement, la présence réelle dans le tabernacle au cœur de l'établissement. Et en fait, l'école catholique reprend alors tout son sens. Et il ne s'agit pas d'amener tous les enfants à la chapelle, en fait. Ça serait complètement idiot. Enfin, on n'est pas... L'intérêt, c'est quand même se dire, mais en fait, si je veux aller prier, où est-ce que je peux aller? Et en fait, je peux aller à la chapelle, elle est tout le temps ouverte. Et ça, c'est un sacré défi, hein, parce que dans un monde où on est méfiant de tout le monde, je serais meilleur sans la crainte d'être dupe, comme dit Jules Renard. Donc on a tout le temps tellement peur d'être dupé que... voilà. Dans notre établissement, la chapelle est tout le temps ouverte. Les jeunes viennent prier quand ils veulent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils soient croyants, non croyants, catholiques, pas catholiques, il y a tout le temps quelqu'un qui passe. Et il y a des petites boîtes de prière, et les gamins, ils viennent déposer une intention de prière. Alors là, je parle des collégiens lycéens. Ils viennent déposer une intention de prière. En fait, c'est fabuleux, parce qu'ils n'écrivent pas des âneries. Et même les non-croyants, ils viennent confier à leur grand-père, ils viennent confier la difficulté... de leurs parents, ils viennent... Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc Jésus au centre, pas que je sois trop long là-dessus, parce que je ne veux pas oublier les 2 points quand même, qui sont l'école, l'incarnation et la communion. L'incarnation, c'est tout simplement Jésus est devenu pleinement homme, c'est-à-dire que Dieu sait qu'il a aimé le monde, et Dieu sait qu'il nous a aimés, et en fait, ça donne toute la valeur à l'être humain qui nous est confié dans une école. Et donc l'incarnation, c'est plusieurs points que je peux décliner, mais d'abord, la valeur irremplaçable de l'être humain, la dignité de la personne, qu'on retrouve chez Jean-Paul II, Benoît XVI, tous nos papes, François, la dignité irremplaçable de la personne, et donc l'espérance pour tout enfant qui nous est confié, et donc chaque enfant qui nous est confié peut donner le meilleur de lui-même. Et donc on a une responsabilité quand même extraordinaire dans les écoles, parce qu'en fait, l'enfant qui nous est confié, c'est une fleur qui va devenir magnifique. Et parfois, on ne le voit pas. Parfois, on a même tendance à voir que les épines. Mais en fait, c'est une très, très belle fleur. Donc, comment on permet à l'enfant de devenir ce qu'il est appelé à devenir, s'il le veut lui, en tout cas. Mais en tout cas, nous, on est là pour lui permettre de déployer toutes les dimensions de sa personne. Ça, c'est Edith Stein, c'est pas de moi. Permettre de déployer toutes les dimensions de sa personne. Et là, on est en plein dans un projet d'école incarné. C'est comment l'enfant peut donner l'intelligence de son esprit, l'intelligence de son cœur, quelle relation humaine il a, et puis l'intelligence de ses mains. Qu'on parle à toutes les formes d'intelligence dans nos écoles. Évidemment les lettres, évidemment les maths, évidemment l'anglais, mais aussi l'art plastique, mais aussi le théâtre, mais aussi la façon d'être avec l'autre. Dans l'établissement que j'ai dirigé, on a mis en place dans les carnets de correspondance
parce que moi je me souviens de ça, puisque j'avais eu des mots quand j'étais élève. Je me disais, ce qui est fou, c'est qu'en fait, la seule chose qu'on communique aux parents, c'est un truc qui ne va pas. Et je m'étais dit, mais en fait, pourquoi on peut très... Enfin, il n'y a pas de problème, c'est important de signaler aux parents que l'enfant a fait un truc qui n'était pas tout à fait juste. Mais on a aussi changé le regard. On s'est dit, mais en fait, dans nos carnets de correspondance, on a mis une page mérite et progrès. En fait, qu'on change notre regard en disant, mais en fait, est-ce que je suis capable, comme enseignant, comme éducateur, de dire à un enfant, ça c'est bien. Et en fait, c'est révolutionnaire dans une école. Alors peut-être que pour certains, ça paraît évident. Dans beaucoup d'écoles, je sais que c'est quand même révolutionnaire de dire, mais en fait, tu as fait quelque chose de bien. Et je me souviens d'un élève de 3e, par exemple, bouleversé. Un matin, il vient me voir et me dit, monsieur, j'ai eu un mot, j'ai eu un mérite. Et en fait, il n'y croyait pas. C'était la première fois de sa vie, il était en 3e, hein. C'était la première fois de sa vie qu'à l'école, on disait quelque chose de bien. Et donc ça doit nous interpeller. Donc tout ça, ça part simplement du mot sur l'incarnation. Les différentes formes d'intelligence, l'intelligence du cœur, des mains et de l'esprit. Et chaque enfant est digne, chaque enfant est porteur d'espérance. Et puis, je pourrais continuer. Hein. Le deuxième point, c'est sur la communion. La communion, et ça c'est fabuleux, c'est porter ensemble la mission. Et en fait, dans une école, bien sûr, il y a un chef d'établissement. Bien sûr, il y a un enseignant, il y a une secrétaire, il y a quelqu'un à la cantine, il y a la femme de ménage, il y a l'enfant brillant, il y a l'enfant plus lent. Et en fait, tous, dans une école, on a quelque chose à porter pour qu'ensemble, on aille plus haut et plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai découvert cette année, parce que bêtement, je pensais que communion, ça venait de comme unus, comme un. Donc, je pensais que c'était plutôt l'unité, la communion. Et en fait, j'ai découvert que c'était comme unus, porté ensemble. Et en fait, ce n'est pas un chef d'établissement qui tire tout le monde en disant « Allez, on va travailler ». C'est quelle est la responsabilité que je peux prendre, moi, dans une école. Et là, on rejoint souvent ce que dit souvent le pape François. Comment, dans nos écoles, on envoie en mission nos jeunes? Est-ce qu'on les met en responsabilité de quelque chose? La première chose que j'ai faite, avant même la chapelle, quand je suis devenu chef d'établissement, c'est que j'ai enlevé la sonnerie. Intéressant, hein, parce que alors là c'est un truc de fou, c'est que tout le monde vous dit que vous êtes tombé sur la tête. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert la sonnerie? Vous regardez le début des temps modernes de Charlie Chaplin, il y a la sonnerie, tous les moutons qui rentrent à l'abattoir, et l'image d'après, vous avez tous les ouvriers qui rentrent dans le métro, qui vont aller travailler. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est ça qu'on veut donner à nos enfants? Et la question derrière, c'était, mais en fait, quand est-ce que nos enfants sont responsables de quelque chose dans une école? Et en fait, ils ne sont même pas libres du temps qui leur est donné. Alors évidemment qu'il y a un emploi du temps, ils vont en français quand on leur dit d'aller en français, mais s'il y a une sonnerie, ça veut dire que ça sonne, l'enfant qui joue au foot, il va aller faire pipi, l'enfant qui joue au foot, il va aller boire, et l'enfant qui lui est déjà prêt. Et en fait, je me suis dit, mais ils n'ont pas tous le même rapport au temps, les enfants. Et les enseignants, ils n'ont pas tous, il y en a qui sont en train de boire leur 15e café, et puis il y en a, ils ne boivent pas de café. Quand ça sonne, est-ce qu'on se lève tous au garde à vous pour rentrer dans son activité? Quand est-ce que je rends libre les élèves? Et donc, dans la communion, c'est aussi quand est-ce que je suis responsable de quelque chose dans une école. Mais ça veut dire, est-ce que j'ai suffisamment confiance dans les jeunes qui me sont confiés pour les rendre responsables de quelque chose? Est-ce qu'on leur signifie? Est-ce qu'on leur montre qu'on leur a fait confiance? Est-ce qu'on évalue ce qu'on leur a donné comme responsabilité? Est-ce qu'on les encourage ou est-ce qu'on leur dit, bah voilà, ça tu peux le corriger? Alors il ne s'agit pas d'être béni oui et complètement naïf, hein. Il faut évidemment un cadre assez fort dans une école comme dans tout lieu. Mais c'est toujours intéressant de se redire, mais en fait, pourquoi on fait les choses? Et alors ça a marché la cloche ou... Eh ben, la cloche pour les enfants, ça marche pas trop mal. Oui. Ça veut dire quoi pour les enfants? Moins pour les professeurs? Eh ben, je passais souvent en salle des profs pour dire, pas le matin. Le matin, je trouve qu'ils étaient très corrects, mais pour dire il est l'heure. Donc c'est moi qui faisais la cloche, mais je trouve que ça m'allait très bien de faire la cloche. Parfois, certains me disaient, vous êtes comme vous savez, le coucou, là. C'est là. Ah oui. Mais bon, j'étais dans un établissement en Auvergne avant, il y avait 2 ou 3 sonneries, je ne sais plus, parce qu'il y avait la sonnerie où je me mets en rang, la sonnerie où je suis censé rentrer en classe. Mais les enseignants, à la première sonnerie, ils allaient poser leur café, à la deuxième sonnerie, ils allaient aux toilettes, et après, ils daignaient aller prendre leurs enfants. Donc le problème, c'est pas la sonnerie. Ok. Tu disais l'importance de vivre aussi la compassion. Alors, je ne sais pas si tout le monde entend bien, tout le monde ne met pas forcément exactement la même chose derrière le mot compassion. Ça veut dire quoi pour toi, mettre la compassion au cœur dans la relation avec les élèves?
l'école, c'est le lieu... Si tu as peut-être un ou deux exemples Oui, voilà, oui, oui, pour oui, oui, illustrer, j'en pour ai, visiter. j'en ai. L'école, c'est le lieu de la transmission. Ça, c'est clair. La transmission, elle ne peut pas se faire si on n'a pas une relation avec le jeune. Ou si le chef d'établissement n'a pas une relation avec ses enseignants, avec ses éducateurs. Et on voit bien que... donc, il s'agit évidemment d'enseigner. Enfin, voilà, c'est pas la compassion ou la transmission. Oui, oui. Hein. Et d'ailleurs, même la compassion, enfin, pardon, la transmission, c'est déjà un acte de compassion. Parce que ça veut dire que j'estime que le jeune, certains vont dire le disciple, demain va prendre ma place de maître. Donc ça veut dire que, en fait, je dois lui donner, je lui dois ça. Donc la compassion, c'est d'abord au sens d'une attention qu'on va avoir pour le jeune ou pour l'adulte qui est dans une école. Je me souviens d'un jeune qui est arrivé chez nous en 3e et qui, au mois de septembre, au mois d'octobre, je ne sais plus, il n'était pas très bien. Et puis, je suis allé le voir, parce que j'aimais bien aller dans la cour, j'aimais bien être présent dans la cour. Et j'étais allé voir en disant, mais écoute, tu sais, je vois que t'es pas, voilà, ça va pas, n'hésite jamais à venir en parler, soit à un enseignant qui t'a confiance, un éducateur, ou même moi, tu m'attrapes, et puis si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. En tout cas, nous, on est là pour toi. Et puis, au mois de mars, ce jeune-là, je regardais un match de foot entre des élèves, là, il y avait un tournoi de foot, et je regardais le tournoi de foot, et puis ce jeune-là, il est venu se mettre à côté de moi, il m'a dit, vous savez, un jour, vous m'avez dit que je peux venir vous voir. Je lui dis, oui, bien sûr, je me souviens très bien. Il me dit, ben, ce jour est arrivé. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fous, les jeunes, ils ne sont pas fous, et ils ont besoin de sentir la confiance. Ça, c'est Don Bosco qui disait, sans confiance... sans amour, pas de confiance, et sans confiance, pas d'éducation. Donc on voit bien qu'il y a des choses à tisser dans les écoles pour permettre aux jeunes de se sentir en confiance. Et la compassion, l'exercice de la compassion, quasiment pas la démonstration au sens de prouver qu'on est compatissant, mais en fait c'est le témoignage de chaque jour vécu comme enseignant, comme éducateur, comme chef d'établissement, dans la façon de parler aux jeunes, la façon de les écouter, la façon de leur transmettre un savoir, la façon de rendre une copie. Comment je rends une copie? Est-ce que je rends les copies classées du dernier au premier, du premier au dernier, ou est-ce que... Et si je le fais, quel sens ça a? Et donc on voit bien que la compassion déjà dans la relation humaine, elle est fondamentale. Et le deuxième point, qui est non moins important, c'est qu'on voit bien que, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait on vit entre... Dans une école du premier degré, on vit 8 ans avec un jeune. Au secondaire, dans un collège, c'est 4 ans, au lycée, c'est 7 ans. C'est 3 ans, pardon. Donc c'est 7 ans sur tout le secondaire. Mais en fait, on passe du temps avec eux. Et en fait, on voit bien que le lieu où sort la misère de notre monde, c'est l'école. Entre les couples, les couples qui se déchirent, la maladie, la violence exprimée par les enfants, la violence exprimée par les parents. En fait, le chef d'établissement ou l'enseignant, il est un capteur de la misère. C'est-à-dire que, en fait, les gens viennent se livrer. Je me souviens d'une enseignante venant un soir, elle avait attendu que tout le monde soit parti, donc elle m'avait appelé, est-ce que je peux venir vous voir, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Elle était rentrée par la petite porte derrière mon bureau pour être sûre de croiser personne, pour m'annoncer que son fils avait une maladie grave. Elle était en larmes. Voilà, et en fait, la première personne à qui elle en a parlé, c'était moi. Et non pas parce que j'étais Olivier, parce que son chef d'établissement était la personne qui pouvait entendre et elle avait besoin d'être soutenue, que quelqu'un porte avec elle. Alors, voilà, vous comprenez bien le sens de porter ensemble. Il ne s'agit pas c'est d'exercer vraiment l'œuvre de la compassion. Et ça, des exemples d'exercice de la compassion dans une école, il y en a, et il y en a, il y en a. Et ces 2 dernières années, ça a été renforcé parce que le confinement notamment a été dans certaines familles très bien vécu. Dans d'autres familles, ça a mis le doigt sur des souffrances très fortes. Et vraiment, j'ai plein d'exemples. Je me souviens d'un jeune de 5e écrivant un conte. À la fin de son conte, le chevalier part avec le prince. Donc ça interpelle l'enseignant quand même. Et puis le jeune se livre. Il explose en sanglots en disant, mais en fait, mon papa est parti vivre avec un monsieur. Donc, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans... on est simplement pleurer avec
pleurer avec ceux qui pleurent et rire Ouais, avec c'est ceux sa qui rient. souffrance Voilà. d'enfant. Et Ça mérite d'être accompagné, quoi, exactement. En tout cas, on est là aussi pour vivre avec eux, quoi. pour vivre avec eux. Ouais. Tu parlais du Covid là, qui a été un moment qui a beaucoup perturbé les écoles, qui a beaucoup, qui a à la fois, on a beaucoup demandé aux écoles, beaucoup attendu des enseignants, enfin voilà, avec un protocole sanitaire difficile à tenir, à porter, qui changeait souvent, enfin bref. Quels sont les premières, je sais pas, enseignements ou, que tu perçois, que les enseignants avec lesquels tu es en lien retirent de cette expérience, hein, à la fois quelles difficultés, quelles opportunités peut-être, en quoi ça fait bouger l'école, peut-être positivement aussi. On est peut-être encore dedans, mais est-ce qu'il y a des choses que tu pressens déjà? Oui, c'est une question importante parce que importante d'abord par la déflagration que ça a été, le Covid et puis le confinement. Je parle, et la fermeture des écoles, hein, en fait, hein, c'est ça Oui, aussi oui. j'entends. Et puis une question aussi importante parce qu'elle n'est pas finie. Donc je demande de l'indulgence parce que ce que je vais dire maintenant, je dirais peut-être le contraire dans un moment. Il y a quand même des éléments un peu forts qui commencent à sortir un peu. Voilà, il y a toujours un petit peu de temps. Il y a toujours le temps de la mémoire et le temps de l'histoire. Bon, là, on n'est pas encore dans le temps de l'histoire. Il y a des éléments positifs, un peu. Il y a des éléments négatifs, peut-être à plus long terme. Et en tout cas, je trouve important de tout faire pour que les écoles ne ferment plus. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, je vais commencer plutôt par le négatif, et j'espère que je ne vais pas oublier de terminer par le positif, parce que Je te le rappellerai. c'est vraiment important. Dans les éléments négatifs, il y a évidemment la rupture dans la transmission et dans le lien social pour beaucoup d'enfants. Ça, c'est très clair. Alors, dans les familles où les parents ont pu accompagner, n'ont pas été trop absorbés par le télétravail, ça a plutôt ressoudé les familles. En tout cas, ça a permis aussi aux parents de rentrer un petit peu dans le suivi de ce que fait l'enfant à l'école, de réaliser que le métier d'enseignant n'est pas si facile. Donc voilà, il y a eu quand même la possibilité de redécouvrir son enfant et de redécouvrir la relation parent-enfant. Bon, ça, je trouve que ça, c'est un élément intéressant. L'un des éléments intéressants aussi, je ne vais pas être exhaustif, hein, puis en plus je ne suis pas un spécialiste sur tout, évidemment. L'autre élément intéressant, c'est que ça a permis de s'autoriser dans beaucoup d'endroits, certains le faisaient un petit peu, mais pas encore assez fort, enfin, pas assez fortement, de se redire, mais en fait, aujourd'hui, on a quand même des outils technologiques qui nous permettent d'oser, d'être, on organise dans les entreprises des visios. En fait, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Un enfant qui est hospitalisé, on lui file une tablette, il suit la classe, il n'est pas complètement déconnecté. Il y a évidemment des points négatifs à ça, je vais y revenir, hein, mais je trouve quand même que on s'est lâché un petit peu sur la technologie, on a été un petit peu inventif. Donc je trouve que ça aussi, ça a beaucoup fait progresser. Ça a fait progresser. Alors je prends une comparaison qui est peut-être nulle, mais pendant la Première Guerre mondiale, on a progressé en chirurgie. Bon, parce que c'était forcément... là, on a progressé dans l'adaptabilité. Donc, je trouve que ça a été intéressant. Et puis, on a, pour prendre des éléments un peu plus politiques, on a redécouvert que l'enseignement, c'est un métier essentiel. Et je trouve que ça, c'est quand même aussi positif. Parce qu'on s'est rendu compte que, bah oui, en fait, ça compte, quoi, à l'école. En fait, et dans la transmission du savoir, mais aussi dans... le point que je soulevais tout au début sur apprendre à vivre en société quand même. Donc ça a été positif. Bon. Les éléments négatifs ou en tout cas qui interpellent. D'abord, moi ça m'a beaucoup frappé en mai-juin 2021, l'incapacité pour certains élèves et notamment des jeunes filles, je pense à des jeunes notamment de 4e, 3e, peut-être seconde, à accepter d'enlever le masque. C'est-à-dire que le masque était devenu une protection à un âge où l'acceptation de son corps, les transformations physiologiques font qu'on a parfois un petit peu un complexe. Il y a pas mal de jeunes filles qui préféraient finalement avoir le masque. Et ça, je me dis, c'est intéressant.
c'est intéressant parce que, voilà, dans le regard qu'on peut poser entre nous dans les écoles, que les jeunes posent entre eux, c'est pas, évidemment pas tout leur temps. Hein. Voilà, en tout cas, il y a un accompagnement à refaire pour, en fait, tu es beau, tu es belle, enfin, et tu es beau et tu es belle comme tu es. Je reviens sur l'incarnation, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire, tu es beau comme tu es. Donc, ce masque, il te protège du Covid, mais il ne doit pas te protéger du regard des autres. Voilà, ça, c'était un élément important et qui n'a peut-être pas été assez accompagné, et notamment parce qu'on l'a, à mon avis, pas tellement pressenti. La deuxième chose... Ça reste un défi, parce que le masque, il est toujours actuel dans les écoles. Oui, bien sûr. Alors, pas dans toutes les cours de récréation. Il y a des établissements, ils sont un petit peu plus libres. Mais là, c'est-à-dire que les jeunes, quand ils peuvent l'enlever, ils n'osaient même pas l'enlever. Oui. C'est intéressant. Hein. Ensuite, évidemment, que d'apprendre à parler quand on est en petite section, etc., la relation avec l'enseignant, elle est quand même beaucoup plus compliquée pour l'enseignant quand il y a le masque. Donc là, il y a eu des défis aussi dans la transmission. Là, je parle plutôt des jeunes enfants. Le troisième point qui me paraît aussi intéressant à être repensé, et là, mais je finirai par celui-là. Le troisième point qui me paraît intéressant, c'est qu'on a réalisé, on a pu prendre conscience de manière négative, mais donc j'espère que ça va être transformé en positif, que l'école pouvait être le lieu d'un double enfermement. Un enfermement spatial et un enfermement de temps. Je m'explique. Pendant le confinement, beaucoup d'enfants, en fait, en 10 minutes de visio ou en 10 minutes de lecture, avaient intégré la notion ou le cours. Et derrière, ils pouvaient passer à autre chose. Aller faire autre chose et changer de lieu. Or, à l'école, pour des questions d'organisation et puis des questions de simplification, et aussi pour des raisons positives, hein, c'est important aussi de se contraindre, en fait, l'école est devenue un confinement spatial que le travail à la maison venait bouleverser, puisque finalement, je peux être debout quand je suis une visio. Je peux être assis sur un ballon quand je fais une visio. Je peux être en train de tapoter sur un truc quand je fais une visio. À l'école, on ne supporte pas un enfant qui va malaxer sa gomme ou qui va... Parce que il ne m'écoute pas. Mais en fait, il y a des enfants, ils ont besoin de découper en écoutant. Et puisqu'on a tendance à uniformiser une seule forme d'intelligence qui doit s'exprimer que d'une façon. Donc je trouve que on a pu réaliser ce qui est négatif, mais qui pourrait être positif, que finalement l'école, qui est un confinement spatial, peut-être qu'on peut réinterroger. Alors il ne s'agit pas de faire des cours dehors pour faire des cours dehors, ce qui serait complètement idiot, il ne faut pas suivre la mode, mais de se dire, mais en fait, est-ce que de temps en temps, je ne pourrais pas imaginer faire autrement? Moi, je me souviens de mes élèves de 3e DP6, une de mes premières années, je faisais un cours sur la Première Guerre mondiale. 3e DP6, ils avaient 6 heures de découverte professionnelle, c'était plutôt des enfants que personne ne voulait dans le cursus classique. Donc avant de partir en lycée pro, ils faisaient une 3e un petit peu adaptée. Je le fais court, mais c'est un peu ça. Bon, c'est quand même des enfants qui n'étaient pas... Le français, les maths, l'histoire, l'anglais, c'était pas trop leur truc. Et bien moi, j'étais allé dehors pour leur faire un cours sur les tranchées. En fait, je voulais leur expliquer la différence entre un tir direct et un tir indirect. Et en fait, pourquoi on a inventé les grenades? Pourquoi on a inventé les mortiers? Donc on est allé dehors, on s'est mis derrière une butte et ils ont compris le tir direct et le tir indirect. Et je trouve que le confinement, en fait, c'est-à-dire en fait, on a le droit, ouvrons les portes. Il ne s'agit pas de le faire pour se donner un style ou par démagogie, il faut le faire pour un sens. Et puis le deuxième confinement, c'est le confinement spatial. Et ça, moi j'en ai beaucoup souffert quand j'ai quitté l'armée pour devenir enseignant. J'avais cours 55 minutes, ma première année, hein, j'avais des premières S. J'avais cours 55 minutes et au bout de 55 minutes, ça sonne. Là, l'enseignant n'existe plus, le gamin, il part faire son cours d'après. Et en fait, je trouvais ça terrible, parce que je n'avais pas forcément fini ce que j'étais en train de faire. Alors bien sûr que je n'avais peut-être pas assez préparé ma séance, et pas assez délimité dans le temps. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire, mais en fait, il y a des activités qui vont prendre 1h30. Et là, on a à s'inspirer dans le secondaire de ce que font les enseignants du premier degré. Dans le premier degré, et surtout dans certaines pédagogies, en fait, on prend le temps. Et si ça dure 1h45, et ben ça dure 1h45. Ce qu'on peut moins faire pour des raisons d'organisation dans le secondaire. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de réinterroger ce double confinement spatial et temporel. Et le dernier point, qui est négatif, mais qui est aussi chic la crise, en fait, vive la crise, c'est vive les enseignants. En fait, la continuité pédagogique, on peut suivre les cours en visio, en fait, oui, bien sûr, mais rien ne remplace l'enseignant avec ses 25, 30 élèves, 35 élèves dans certains cas, qui a une relation humaine incarnée, on y revient toujours. Voilà, on va se friter, mais dans le bon sens du terme. On va se friter avec la réalité, on va se friter avec l'adulte, avec ses camarades de classe. Et ça, vive la crise pour que ça redonne toute la valeur de l'école.
J'aurais encore beaucoup de questions, Olivier, Oui. mais le temps court et je voulais enchaîner sur le pape François évoque beaucoup la question de l'éducation. Mm. Il a même initié un pacte éducatif mondial. Euh, est-ce que l'enseignement de l'Église, oui, l'enseignement vous nourrit, ça c'est clair, enfin tu l'as dit tout à l'heure, mais en quoi ce que le pape François porte nourrit et manie l'éducation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous inspirent? Mm. On a la chance d'avoir dans l'Église des papes qui, depuis des décennies, nous parlent à nous les éducateurs. Il faut Oui, reprendre... c'est pas le premier, effectivement. C'est pas le premier. Loin de Quand là. on reprend les lettres au peuple de Rome ou aux enseignants éducateurs de Jean-Paul de Benoît XVI, il y a déjà une nourriture. Très fort. Ouais. Moi, je me souviens de Benoît XVI écrivant l'éducation, c'est la rencontre de deux libertés, celle de l'enseignant, enfin de l'éducateur, et celle du jeune. Ça, c'est fondamental. Mm. Donc, on est dans une histoire quand même très riche. Bon, on a vraiment de la chance. Et puis, le pape François, il est pareil pas. C'est-à-dire que ses derniers textes sont quand même extrêmement nourrissants. Et notamment, il y en a deux qui sont forts. Hein. Il dit beaucoup de choses, hein. Il parle beaucoup aux enseignants. Je trouve aussi que son approche, qui est très jésuite, hein, de d'abord chercher les points de rencontre avant de chercher les points critiques, je trouve que pour un éducateur, ça dit quelque chose quand même. Mm. Voilà. Est-ce que dans ma classe, est-ce que je rejoins d'abord mes jeunes avant de leur enseigner la culture de la rencontre, la culture du dialogue, tout ça, c'est le pape. Hein. Il parle beaucoup de la tendresse. Voilà. Est-ce que dans nos écoles, il y a une dimension sur la tendresse? Ça rejoint la compassion. Exactement. Tout à l'heure. Et on revient sur un des enjeux majeurs qu'on essaie de vivre dans nos écoles, c'est le psaume 85, 84. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a la dimension de la vérité. L'école, c'est quand même un lieu où on est en quête de la vérité, notamment par la transmission. Mais aussi, sans la charité, c'est pas possible. Donc voilà, on est bien là-dessus. Et je trouve que le pape continue à nous travailler là-dessus, et notamment à travers deux textes, à travers Laudato Si et puis Fratelli Tutti. Alors, Laudato Si, il a été beaucoup travaillé dans beaucoup de diocèses, dans beaucoup d'écoles. Je crois savoir que certains enseignants en ont un petit peu ras-le-bol, parce que maintenant la mode, c'est de faire un petit potager, pour dire comme ça, on est une école Laudato Si. Et or, il ne faut pas s'arrêter à la dimension uniquement environnementale. Il y a aussi toute la dimension sociale de Laudato Si qui est intéressante. Et moi, il y a une dimension qui revient, qui est très forte, je trouve, dans Laudato Si, quand le pape nous dit que tout est lié, qu'on va retrouver dans ce qu'il dit beaucoup dans le pacte éducatif mondial: construisons des villages éducatifs. En fait, l'école, c'est pas un endroit à part de la société. En fait, l'enfant, il est au cœur, je le dis tout à l'heure, il est au cœur d'une école, et l'enfant, il doit être au cœur de la société. Et autour, on va construire avec l'Église, avec l'attention au prochain, le pauvre, le plus pauvre, l'enfant handicapé, la personne âgée. Et puis on va construire avec le réel, avec un atelier mécanique, avec un atelier, avec un potager. On va pouvoir construire autour de l'enfant le fameux « tout est lié ». Les 4 relations, hein, dont parle le pape François: la relation à soi-même, à l'autre, à Dieu, à l'environnement. Voilà, comment dans une école, on prend conscience que l'enfant est un être de relation et pas un être complètement isolé. Voilà. Puis après, il y a sa famille, il y a ses activités physiques, est-ce qu'il fait du foot, du rugby, du tennis, est-ce qu'il fait du théâtre, est-ce qu'il fait de la musique, est-ce qu'il fait du dessin. Voilà, comment j'intègre l'enfant dans l'école, mais avec sa réalité territoriale, plus ou moins large d'ailleurs. Ça, c'est donc voilà, un apport très fort de Laudato Si, et qu'on n'a pas fini de travailler, je pense. Le deuxième point qui me paraît évidemment important, c'est la question de Fratelli Tutti. Donc on voit qu'il y a un pape qui nous appelle beaucoup à la fraternité, et c'est, contrairement à ce qu'on pourrait, parce que parfois un petit peu décrié, mais en fait, ce que je trouve beau dans son texte, c'est que cette fraternité, elle n'est possible que si on se connaît soi-même. Donc c'est la question de l'identité. Et je pense que là, on est sur un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Je suis capable d'accueillir l'autre si je sais qui je suis. Et je sais qui je suis quand je l'ai reçu par la transmission, d'abord dans la famille, évidemment, les parents premiers éducateurs des enfants, après avec les familles, j'ai envie de dire, parce que la famille aujourd'hui, c'est pas... Il y a différents types de familles. Dans nos écoles, on n'accueille pas que des enfants qui ont un papa et une maman.
Et on voit bien que c'est un enjeu aussi. Et donc, la transmission par la famille, la transmission par l'école de son identité, l'identité historique, l'identité de la communauté locale. Voilà, j'appartiens à un village, j'appartiens à une ville, j'appartiens à un département, à un pays, à l'Europe, au monde. Et en fait, comment j'intègre tout ça dans ce qui me constitue un être humain. Et c'est quand je suis constitué être humain avec mes racines que je peux accueillir l'autre, que je peux faire une place à l'autre. Il ne s'agit pas... Voilà, l'enjeu, c'est de sortir, en tout cas de se méfier de la société liquide, voilà, mais d'une société où on sait qui on est pour pouvoir d'autant plus accueillir l'autre. Et je trouve que là, il y a un enjeu. Il ne s'agit pas de tomber dans la dimension identitaire de repli sur soi. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans on est tous pareils. Et en fait, il y a une culture. Un gars de Lille, c'est pas un gars de Marseille. Et en fait, c'est les deux qui sont riches. Et en fait, dans nos écoles, on a à construire le fameux polyèdre du pape. Moi, je vais appeler ça le puzzle. Et je retisse avec la communion, en fait. En fait, une école, c'est un très grand puzzle. Et on est tous une pièce du puzzle. Et s'il manque une pièce, le puzzle, il est moche. Parce qu'on sait bien, dans nos enfants, quand il manque une pièce, dans le puzzle, l'enfant, il est déçu parce qu'il n'a pas fini son puzzle. Et en fait, on est tous importants. On est tous importants. Et là, c'est la dimension de l'identité et de la fraternité. Voilà, donc c'est vraiment deux textes très porteurs. Et il faut qu'on travaille cette question de l'identité. Et là, il y a des défis, d'ailleurs, sur l'identité. Parce qu'on voit bien sur... J'ai parlé de l'identité de son histoire, de la géographie, puis à l'identité de sa personne, en fait, qui je suis. Est-ce que je m'accueille comme garçon quand je suis un garçon? Est-ce que je m'accueille comme fille quand je suis une fille? On fait un cours en 3e à Saint-Galmier sur la connaissance de soi et notamment sur l'estime de soi. Ça, c'est passionnant de faire ça à des 3e. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup d'interrogations. Et puis, ils sont en souffrance sur ces questions-là aujourd'hui, les jeunes. Peu d'estime d'eux-mêmes. Très perturbé avec tout ce qu'on entend sur en fait est-ce que je suis vraiment un garçon, est-ce que je suis vraiment une fille. Et là on a une réponse à apporter, voilà, qu'on est en train de travailler. Il ne s'agit pas d'être enfin voilà, il s'agit pas de j'ai beaucoup et j'ai été interpellé par une phrase d'un prêtre qui dit il prend l'exemple de Jésus qui quand il croise l'homme qui est possédé dans un cimetière, qui a plein de légions de démons en lui, il chasse la légion de démons, il les envoie dans les 2000 cochons qui se jettent dans l'eau. Et ce que je trouve très beau dans le commentaire de l'Évangile, c'est d'un prêtre, il dit en fait, Jésus, il parle à la personne sans rien céder, sans affrontement, ni compromission. Et je me dis, c'est ça la posture des adultes dans une école aujourd'hui. En fait, on accueille ce que vivent les uns et les autres. Le Chahitalissement, il accueille ce que vivent les jeunes, ce que vivent les adultes, sans affrontement. On n'est pas là pour aller se battre avec les gens, sans compromission. C'est-à-dire qu'on garde le cap sur ce que dit l'Église, sur la beauté du message du Christ et sur l'amour sans limite pour le jeune qui nous est confié avec tout ce qu'on doit lui apporter. Voilà pour ce que nous inspire le pape. Merci Olivier. Alors, notre entretien se termine, mais ceux qui voudraient être plus en lien avec Emmanuel Éducation, tu parlais tout à l'heure du réseau, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Comment on peut être en lien avec vous? Voilà. Alors, il y a plusieurs façons. D'abord, on envoie une newsletter 4 fois par an aux personnes qui nous envoient un mail en disant bah, « moi je suis intéressé ». Donc on envoie une newsletter, il y a quelques commentaires de livres, quelques articles de fond, et puis quelques rendez-vous. Ensuite, donc là, on peut s'inscrire sur... on va sur Google, on tape Emmanuel Éducation, on arrive sur le site de la communauté d'Emmanuel, Emmanuel Éducation, et on peut s'inscrire à un newsletter. Oui, c'est facile, il y a un contact en plus, donc si jamais vous envoyez un mail au contact, c'est assez facile. Très bien. Ensuite, il y a des soirées organisées, ça c'est l'un des effets du confinement, quand je disais qu'on avait progressé en technologie. On fait 3-4 rencontres par an en visio. La prochaine, c'est le 11 mars. Sur un thème génial, parce que c'est une enseignante qui s'appelle Christiane Conturi, qui est une Xavier, qui va nous parler sur la joie comme moteur pour apprendre. Et puis il y aura un petit témoignage d'une sœur consacrée de la communauté d'Emmanuel qui s'appelle Sophie-Marie Douineau, qui est enseignante de musique et en pastorale, et qui va dire aussi, donc elle concrètement, au quotidien, comment elle vit la joie comme moteur pour apprendre. Christiane Conturi, elle a écrit un livre qui s'appelle « Heureux les enseignants », que je conseille à ceux qui veulent le lire. Donc voilà, on fait des visios 3-4 fois par an. On se retrouve à Paray-le-Monial, une session par été, du 20 au 24 juillet en 2022. Donc là, c'est prière, on prie ensemble, on a un petit peu d'enseignement quand même, et puis on partage sur notre quotidien dans les écoles. C'est ouvert à tout le monde, hein. Il faut juste aller à Paray. Et puis on organise un week-end par an
En novembre, on l'a fait à Paris. En novembre prochain, 11, 12, 13 novembre, on le refait à Paris. Donc voilà, ici, si on est intéressé, on vient, qu'on soit membre de l'Emmanuel, pas membre de l'Emmanuel, on s'en fiche. Si on est intéressé par la dimension scolaire et éducative, tout le monde est le bienvenu. Donc ça, c'est à Paris. Et puis, on a mis aussi en place des fraternités locales. Donc à Vannes, à Paray-le-Monial, à Grenoble, il y en a peut-être une qui va se créer à Rouen, et à Paris, on a une demande. Donc c'est des enseignants qui se retrouvent en 6, 8 personnes, enseignants, éducateurs, personnes engagées dans les écoles, qui prient ensemble, et ensuite qui font un petit temps de partage sur ses difficultés ou ses joies dans son quotidien. Et puis, il y a parfois un petit enseignement. Cette année, il y a une formation pour ceux qui sont à Vannes. Donc, c'est tout à fait possible de lancer une fraternité. Il y en a une qui va se lancer aussi à Clermont-Ferrand. Ils se retrouvent quoi, une fois par mois? Ils se retrouvent une fois par période scolaire. Par période scolaire. Donc, entre chaque vacances, Ouais. c'est une soirée, ça dure 1h30, 2 heures. C'est fraternel. On prie ensemble et puis on échange un peu sur ce qu'on vit. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ce qui nous a frappé, c'est que certains enseignants sont seuls, sont en souffrance dans leur métier. Ils n'ont pas toujours. Je parlais de compassion. Parfois, on n'ose pas dire qu'on est en difficulté dans son métier d'enseignant. Et c'est important de ne pas être seul. Et puis parfois, certains sont seuls, notamment certains chrétiens, s'estiment un petit peu seuls parce qu'ils n'osent pas témoigner dans la salle des enseignants. Dans leurs écoles, ils n'osent pas témoigner, ils ne se sentent pas autorisés ou ils se sont fait critiquer. Bon, voilà. Donc, en fait, il ne faut pas être seul. En fait, vous n'êtes pas seul, vous les enseignants. Il y a aujourd'hui, alors nous, on a un réseau, mais il y en a d'autres, des réseaux qui existent. Je connais bien Emmanuel Éducation. Il y a d'autres réseaux, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul et il ne faut pas rester seul. Voilà. Merci Olivier. Je propose pour terminer, tu parlais des enseignants, de certains enseignants qui sont seuls. Je propose qu'on te confie, on confie Emmanuel Éducation et tous les enseignants, tous ceux qui travaillent dans le milieu scolaire, qui sont en mission, qui s'occupent de tous ces enfants et qui les font grandir, qui les accompagnent. Ben voilà, qu'on les confie au Seigneur et qu'on dise un Je vous salue Marie ensemble pour vous tous. Et les enseignants, et j'ai une pensée particulière pour les chefs d'établissement, puisque depuis 2 ans, la gestion des protocoles sanitaires est quand même un casse-tête pour eux. Donc, tous les éducateurs, les enseignants et mention spéciale aux chefs d'établissement. Et puis les 4 écoles de l'Emmanuel qui sont à Saint-Galmier, en Haïti, au Bénin et au Burundi. Ouais, super. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Olivier. Merci Louis-Étienne.